Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du deuil impossible dans la relation à un individu au profil pervers narcissique, homme ou femme. Le deuil est impossible quand la relation a été difficile, très douloureuse, voire insupportable. Eh bien, c'est le cas dans une relation avec un parent ou un conjoint pervers narcissique, car cette relation est dominée par les relations d'abus émotionnels, parfois sexuels, et des violences sournoises, une manipulation malveillante. Donc, le processus de deuil suit normalement une courbe qui commence par le déni, puis l'angoisse, la révolte, qui suit avec l'acceptation finalement en passant par la tristesse. Et ce processus est perturbé lorsqu'il y a donc une relation difficile avec la personne dont il faut faire le deuil. Donc, en cas de perte de cette relation à un profil pervers narcissique, l'attachement a été insécurisant. C'est particulièrement le cas évidemment si c'est un parent. Et donc, comment faire ce deuil? Eh bien, c'est un deuil compliqué. Donc, dans le cas d'un profil pervers narcissique, en effet, ce profil agit dans la violence et la manipulation malveillante, donc rendre l'autre confus, mettre en doute ses perceptions, utiliser des messages paradoxaux, par exemple dire « je t'aime » sur un ton froid, ou bien le dénigrement insidieux, de la culpabilisation, des menaces, du chantage affectif, ou bien des silences radio culpabilisants, réprobateurs, un isolement de la victime, ou encore d'autres formes de violence. Donc ces violences sournoises, cette manipulation malveillante, visent à détruire l'identité de la proie et à la traiter comme un objet à instrumentaliser. Cette instrumentalisation, elle est présente aussi bien dans la relation du parent, pervers narcissique à son enfant, que dans la relation de couple. La victime n'a pas de droit, elle n'a pas le droit d'exprimer une autonomie de pensée ou d'action. Et elle n'a aucun droit finalement, tandis que le profil pervers narcissique s'octroie tous les droits, sans culpabilité, sans empathie émotionnelle, sans prendre en considération les émotions et les besoins de l'autre. La traiter comme un objet permet au profil pervers narcissique de l'instrumentaliser comme faire valoir, par exemple, pour se valoriser à ses dépens, ou comme bouc émissaire, défouloir à toutes ces tensions non reconnues en lui, défouloir à toutes ces émotions non reconnues, comme par exemple la honte, la culpabilité par exemple. Éric avait été le faire-valoir de son père dans ses réussites universitaires, mais il n'avait jamais été écouté, reconnu dans ses émotions, ses besoins et ses limites. Il n'avait jamais eu le droit d'être malade, triste ou angoissé. Son père le dominait par la peur. Il lui faisait croire, par exemple, qu'il allait faire faillite toute son enfance. Il lui a fait croire qu'il allait devenir aveugle à cause de sa maladie aux yeux. Ou bien il le mêlait aux disputes conjugales, par exemple en ouvrant la porte du salon pour que son fils entende tout et soit terrorisé. En réalité, il n'avait jamais fait faillite et Éric n'est jamais devenu aveugle. Il était médecin, son père était médecin et il aurait pu s'informer pour soigner son fils, il aurait pu faire des démarches, mais il n'a rien fait. Par contre, il affichait sur la porte du frigo une feuille expliquant toutes les conséquences négatives de la maladie d'Éric et ainsi il le terrorisait. Donc c'est ainsi qu'il a compris en psychothérapie beaucoup plus tard que son père avait des intentions malveillantes vis-à-vis de lui, qu'il ne voulait pas du bien à son fils. Cependant, Éric a souffert d'un deuil impossible à l'égard de son père, car il l'avait idéalisé. C'était un mécanisme de survie pour
traversé cette relation insupportable. Il avait aussi survécu grâce au déni des violences psychologiques qu'il avait subies. Il avait minimisé ce qu'il avait vécu, la toxicité de la relation, car cette relation était vraiment marquée par une douleur insupportable d'avoir vécu de telles maltraitances émotionnelles. Il rationalisait le comportement de son père, par exemple en lui trouvant des excuses, le fait qu'il était né et avec une mère qui est morte à sa naissance. Éric s'est coupé de sa douleur insupportable et c'est par la dissociation du corps qu'il y est arrivé. Donc cette dissociation est une dissociation traumatique face aux violences psychologiques insupportables et c'est un mécanisme de survie très utile pour que l'organisme puisse supporter la situation et ne pas mourir de douleur, mourir d'une crise cardiaque par exemple. La dissociation traumatique l'avait protégé, mais l'avait maintenu dans une sorte de brouillard, une incapacité à repérer la violence, puisqu'il était coupé des signaux que le système nerveux peut envoyer en cas de danger. Donc il ne pouvait repérer la manipulation malveillante ni les violences qu'il avait subies. En conséquence, son deuil impossible l'avait fait sombrer dans une dépendance à l'alcool. Il s'en est ensuite libéré progressivement par une première psychothérapie. Mais il s'est effondré par la suite dans un repli sur lui-même, une méfiance à l'égard des autres, et des rituels d'apaisement comme le rangement, des vérifications constantes et excessives. La psychothérapie EMDR lui a permis de découvrir à travers l'espace de la thérapie un espace sécurisant pour s'ancrer dans son corps et s'ancrer dans les ressources d'apaisement qu'il y avait en lui. Par l'imaginaire, il a progressivement pu se reconnecter à ces ressources et ressentir l'apaisement. Par exemple, il allait à la pêche, il faisait des balades à vélo et en se rappelant de ces bons moments, il a progressivement pu s'autoriser à ressentir les sensations agréables, par exemple de légèreté, de calme, de fluidité dans le corps et ainsi progressivement réduire le stress, réduire ces rituels de vérification. En douceur, il a progressivement pu sortir de son déni. Car je le validais dans ce qu'il ressentait, dans ses émotions, dans ses besoins et dans ses désirs. Je le validais dans ce qu'il pouvait ressentir et progressivement, par cette validation, il a pu s'autoriser à approcher sa douleur. Dans la pièce de psychothérapie, en effet, il se sentait en sécurité et dans la relation avec moi, progressivement, eh bien, s'est établie une relation sécure, une relation d'attachement sécure qui lui a permis d'avoir la base nécessaire pour aborder ses traumas. Donc, il a pu d'abord dialoguer avec les parties de lui qui étaient en insécurité. Par exemple, quand on est dissocié, eh bien, le moi se divise et des parties de survie sont là. Le figement, c'est ainsi qu'il s'est replié chez lui dans cet état de figement, en se coupant de ses relations, de ses activités extérieures. Cet état de figement était une protection et on a pu dialoguer progressivement avec cette partie de lui qui était figée, la comprendre, contre quelle peur elle voulait le protéger. Par exemple, la peur d'être sans valeur. Il ne s'était pas senti important et capable dans la relation à son père. Et c'était de cette douleur, de cette peur d'être sans valeur qu'il s'était protégé par le figement. Nous avons pu donc l'aider à se connecter à des ressources où dans son souvenir, il avait été valorisé, où il s'était senti fier de lui, et donc progressivement ressentir cet état de sécurité lié à l'estime de soi.
Nous l'avons alors abordé avec bienveillance, avec douceur, chaque fois que cette partie figée se manifestait. Nous avons aussi progressivement fait connaissance avec la partie combative de son moi, qui l'amenait à se critiquer, à se juger sévèrement, comme il jugeait d'ailleurs les autres sévèrement, ce mécanisme de défense qui l'avait aidé à s'adapter à ce milieu maltraitant, mais qui aujourd'hui finalement ne lui permettait pas de se sentir en sécurité et de s'estimer. On a aussi fait connaissance avec la partie figée de son moi, la partie combative et la partie en fuite. Cette fuite qui l'avait poussé dans les addictions et qui le poussait aussi à finalement rêver d'un autre monde, d'un monde meilleur, sans pouvoir créer de la sécurité en lui. Progressivement, donc, il a développé cette bienveillance vis-à-vis de tous les états de son moi et de manière à réunir, à s'unifier, à ressentir à nouveau l'unité de son moi. Et c'est alors à ce moment-là qu'on a pu aborder ces traumas et aborder les situations où il a vécu des violences, des abus émotionnels dans la relation à son père, dans sa famille, et le retraitement avec le MDR a été possible par le fait qu'il y avait cette sécurité qui s'était construite à l'intérieur de lui, dans l'espace de psychothérapie, dans la relation d'attachement sécure au sein de la thérapie. Donc, progressivement, il a pu se libérer de ses traumas, il a diminué, ses mécanismes de défense se sont apaisés puisqu'il y avait davantage de sécurité en lui. Et progressivement, eh bien, les vérifications ont diminué, son estime de lui s'est améliorée, il a été moins critique et il a pu davantage sortir de sa maison, aller par exemple au restaurant, aller à une réunion avec ses collègues et bénéficier des bienfaits de ces relations sociales qui étaient source de valorisation finalement pour lui. Donc il a progressivement pu sortir du déni et abandonner ces mécanismes d'idéalisation, par exemple de son père, reconnaître la colère qu'il n'avait pas pu reconnaître dans le passé, de manière à prendre distance, retrouver une autonomie psychique et avoir une perception de la réalité de son vécu, de ce qui avait été vrai pour lui dans son enfance, la réalité de ses perceptions et faire davantage confiance à son ressenti, écouter son ressenti, davantage écouter ses besoins et ses limites. Donc à ce moment-là, progressivement, il est sorti, il a traversé ce deuil impossible, il a reconnu le chagrin qui était là, tapi en lui, le chagrin du petit Eric qui n'avait pas ressenti de lien d'attachement sécurisant avec ses parents et qui avait dû se replier dans l'enfance sur lui-même en pensant à un monde imaginaire, en comptant uniquement sur lui, dans une sorte d'indépendance à tout prix, mais qui était devenue finalement délétère. Dans le couple, c'est un peu pareil. Le deuil impossible se manifeste également dans le couple avec une relation à un pervers narcissique, homme ou femme, puisque eh bien, la manipulation malveillante crée de la confusion et cette confusion rend difficile la perception des violences, la perception des abus émotionnels. Donc, c'est très difficile de faire ce deuil car au début de la relation à un profil pervers narcissique, il y a de la séduction. Cette séduction par la flatterie, par l'offre de soutien si la personne est en détresse, l'offre de cadeaux si elle a besoin de reconnaissance ou encore l'offre d'une fausse écoute qui permet peut-être à la personne qui est en manque d'écoute de ressentir de la sécurité, de ressentir de l'apaisement.
Et voilà, toute cette séduction finalement n'est qu'un moyen pour le profil pervers narcissique d'ancrer sa relation d'emprise, de la verrouiller avec le mariage, avec les enfants, avec d'autres moyens, la maison, l'achat d'une maison par exemple, et ensuite d'installer la relation de domination, de faire voir alors à la victime son vrai visage, le clivage qui était là, eh bien, il y a l'autre versant du clivage qui se manifeste au-delà de cette séduction première, la domination, la violence, l'abus. Et progressivement, la victime s'éteint, perd la connexion à ses ressources et perd son estime d'elle, sa dignité. Donc le deuil impossible est présent dans la relation de couple également parce qu'elle n'a plus suffisamment d'accès à ses ressources et qu'elle devient dépendante de l'agresseur au point finalement de le voir comme son sauveur, sa seule référence. C'est le syndrome de Stockholm qui la pousse finalement à excuser le profil pervers narcissique, à justifier son comportement violent par peur des représailles. Et en effet, il y a des représailles dans la relation à un pervers narcissique à partir du moment où la victime résiste, exprime un désaccord, exprime une demande ou une limite. Et donc là, le harcèlement moral commence, ce harcèlement qui est une atteinte par des violences répétées, de plus en plus intenses, à la dignité de la personne. Et ce harcèlement aboutit au burn-out, à la dépression, s'il n'y a pas de prise de recul. Évidemment, s'il y a des personnes ressources, il est possible d'arrêter ce processus et d'entamer alors un processus de deuil. Mais sans ce recul, sans ces personnes ressources, eh bien, le deuil est impossible. Et c'est vraiment lié à ces débuts de relation marqués par l'idéalisation, la dépendance affective qui s'est installée et l'isolement de plus en plus important de la victime. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez lire Les victimes de pervers narcissiques guérir le traumatisme ou mon dernier livre, L'art de la résilience, où j'explique à travers des récits et des témoignages eh bien, la façon d'apaiser son système nerveux pour faire ce deuil, traverser ce deuil impossible. Donc apaiser le système nerveux, mais aussi dialoguer avec les parties de soi en survie, comme Eric a pu le faire avec ses parties, et traverser le deuil impossible. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.